Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Laurence Coutu-Paquin. Cette semaine, on vous fait découvrir les ressources ATP, un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles anxieux. Aimeriez-vous envoyer vos enfants dans l'espace? Ou presque. Il y a les camps spatiaux du Cosmodome, on en parle. Avec notre pharmacienne en résidence, on parle d'asthme. Elles existent depuis bientôt 50 ans. Il y en a 8 sur le territoire de Laval. On va parler de l'une d'elles, de la popote roulante Saint-Ferdinand. Si vous êtes des nouveaux parents ou sur le point de le devenir, ne manquez surtout pas notre chronique Techno. On vous fait découvrir des gadgets et des applications pour vous faciliter la tâche. On va démystifier ce que c'est que la dysphasie et notre spécialiste cinéma nous fera sa critique de la suite du film Mad Max qui, 37 ans plus tard, se retrouve sur la route du chaos. L'édition de la semaine du 7 février 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Marie-Christine et Isabelle qui nous parlent de ATP. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour Laura, ça va très bien. Moi, je veux savoir un peu c'est quoi ATP? ATP, anxiété, trouble panique. En fait, la ressource ATP, c'est le nom d'un organisme à but non lucratif qui essaie d'aider et d'accompagner des personnes qui souffrent d'anxiété en général, de troubles paniques, entre autres. C'est une clientèle qui nous est référée par toutes sortes d'autres organismes, dont les CLSC ou des médecins. C'est vraiment des groupes, des ateliers d'accompagnement pour aider ces personnes-là à se reprendre en main et à reprendre leur chemin. Puis ça fait combien de temps que c'est parti, tout ça? La ressource, Isabelle, c'est depuis au moins 12 ans que ça a été parti par un groupe de citoyens qui souffraient d'anxiété. Alors, ils sont regroupés ensemble. On est toujours plus fort quand on est ensemble que tout seul dans notre coin, parce qu'on n'est pas seul. Faut se dire, c'est la première chose qu'il faut se dire. Quand on a des petits problèmes comme ça, il y en a d'autres qui ont cette même problématique-là, qui ne savent pas trop où s'adresser, comment faire. La ressource le dit, c'est le premier endroit où s'adresser pour trouver une solution à ces petits problèmes. Puis comment vous faites, vous, dans votre organisme, pour aider ces personnes-là, justement, à s'améliorer dans leurs troubles d'anxiété ou leurs troubles quelconques? Comment vous y prenez? Est-ce que vous avez des personnes qui sont là avec vous, qui vous aident, des intervenants? Tout à fait. Ce sont des ateliers. On appelle ça des ateliers. Il y en a 3 par semaine à 3 endroits différents. On a quand même 3 adresses pour accommoder le plus possible les gens. Ce sont des ateliers qui durent environ 2 heures. La première heure, il y a toujours un thème différent chaque semaine. On donne des outils, on aborde des grands thèmes. Ça touche la majorité des gens. Beaucoup se reconnaissent dans les thèmes qui sont abordés. Et ensuite, la deuxième heure, c'est une heure de partage. Entre les deux, il y a une petite période de relaxation, mais il y a une heure de partage où les gens peuvent exprimer ce qui les préoccupe. Et juste le fait de verbaliser pendant quelques minutes à d'autres qui écoutent sans jugement, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, ça fait Et on se sent moins seul. Et tranquillement, il y a des gens plus timides. Tranquillement, les gens se livrent. Et les intervenantes, il y a une psychologue et une accompagnatrice, toujours à chacun des groupes. Ça dirige l'atelier. Tout est fait dans le respect, tout est fait de façon très, très conviviale. C'est très chaleureux, les groupes d'entraide. Isabelle, as-tu quelque chose à rajouter? En fait, ce qui est important de retenir, puis pour nous, c'est difficile à expliquer aussi à travers des mots, c'est que l'ambiance, quand c'est extraordinaire, puis c'est extrêmement chaleureux. Souvent, les gens vont me dire quand vous êtes ma deuxième famille. Ça fait tellement bien venir ici. Parce que vous devez être justement tellement accueillant puis chaleureux que ça crée une atmosphère où les gens ont le goût de ça les met en se livrer. confiance, Laurence. Ça les met en confiance. Et je peux en parler en connaissance de cause. J'ai bénéficié de cet accompagnement-là. J'ai été une participante et c'est pour ça que maintenant, je redonne à la ressource. Je fais partie du conseil d'administration. Je trouve que c'est un organisme extrêmement important dont les besoins sont criants. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens, maintenant, on en parle un peu plus. Les gens qui ont des problématiques là, en santé mentale ou
puis ont besoin, à une certaine période dans leur vie, d'être accompagnés, puis de se recentrer, se ressourcer. La ressource vient répondre à ça, mais il y a tellement de demandes. La ressource, elle aussi, a des besoins de locaux, des besoins de financement, des besoins criants. On fait tout notre possible, mais c'est un organisme à but non lucratif et dont la mission première est de venir en aide à ceux qui en ont Puis comment besoin. ça marche, justement, là, vous parlez de financement, puis tout ça. À ce niveau-là, comment vous faites pour aller chercher, justement, ce support financier? Notre directrice générale va dire ça. En fait, on est présentement subventionné par l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval. C'est tout. Ouais. Alors, c'est pour ça Ils sont généreux. c'est pour ça qu'on a un petit peu de difficulté à mettre en place tous nos projets. On a plein d'idées. On voudrait élargir, avoir plus de points de service. Pour l'instant, c'est pas possible à cause du financement. Et il faut dire aussi que pour les participants, il y a un membership d'un petit montant ridicule, mais tout le service, le reste des services sont gratuits pour les participants. Ça vaut la peine et c'est de l'accompagnement. Alors, au lieu de rester chez soi puis se dire qu'on ne sait pas comment s'en sortir, puis qu'est-ce qui est... Pourquoi pas venir partager ça avec la ressource? Les gens, de toute façon, ne sont pas lancés comme ça. Non. Ils sont d'abord rencontrés par les intervenantes. On évalue la situation. On regarde si la ressource va leur convenir. Et si oui, ils sont intégrés doucement. À la meilleure période dans ce qu'on offre des 3 ateliers, la meilleure soirée ou après-midi qui leur convient. Et les choses sont faites en douceur. C'est toujours ça qu'il faut se rappeler. Mais c'est vrai, parce qu'il faut avoir une certaine approche avec des gens comme ça qui peuvent souffrir de ces problèmes-là. Il faut avoir une approche assez douce pour justement qu'ils se sentent accueillis. Et c'est la raison, Laurence, pour laquelle on a des intervenantes professionnelles. C'est clair. Oui, ça prend une psychologue aguerrie à ce problème-là, l'intervenante aussi qui vient en support. Il y a toutes sortes de petites choses qui sont abordées. Parfois, quand le besoin est plus aigu, la personne peut être prise un petit peu à part, juste pour la recentrer, et elle retourne à son groupe. Mais ce ne sont pas des thérapies individuelles. Là. Puis à partir de quel âge on peut bénéficier de justement ces soins-là? Tous les adultes de 18 ans et plus. Pour l'instant, notre clientèle sont des adultes, mais on en a de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les formations. Vraiment, c'est très varié et c'est ce qui enrichit l'accompagnement. Parce qu'on se rend compte que, OK, elle a fait ça. Oui, elle vient de là. Elle aussi, elle a ce problème-là. Je suis pas toute seule. Et là, on reprend confiance. On reprend confiance en nous et en nos capacités puis en nos ressources. La ressource ATP. C'est c'est une assez extraordinaire. C'était ça tantôt, cette ambiance-là. Parce que vous savez, quand on souffre d'anxiété ou de dépression, de problèmes de santé mentale, on se confie à notre entourage, nos amis, nos parents. Puis malgré tout leur amour, toute leur bonne volonté, parfois ils vont passer des petits commentaires que moi je dis absolument pas rapport, ça ne vient pas nous aider, puis parfois ça nous blesse. Puis qu'on en vient à limiter la confiance qu'on leur fait pour ne pas les inquiéter, pour ne pas leur faire la peine. Puis là, on garde tout ça à l'intérieur pour tirer les avantages. Ça explose. C'est ça. En venant aux ateliers, il y a une compréhension mutuelle de la part des autres. Tu nous enlèves ses épaules. C'est clair. Puis vous êtes situé à Laval. Est-ce qu'on a un site Internet? Il y a un site Internet qui est laressourceatp.org, en un mot, ATP. Vous allez trouver là-dessus les façons de nous rejoindre. On a 3 endroits où on a des ateliers. Le siège social, si on peut dire, est sur le boulevard des Laurentides. C'est pour la clientèle de Laval pour le moment. Déjà, juste avec les gens de Laval, la ressource est à pleine capacité, mais quand même, on veut faire connaître la ressource. Il y a toujours du roulement dans les participants. Puis, on accepte quand même des participants dans notre région. Le participant le plus loin au nord est à Saint-Anne-des-Lacs. On a peut-être un participant de Montréal, Pointe-aux-Trembles, un petit peu la Rive-Nord. De toute manière, pour toutes les informations, ils peuvent se rendre sur le site Internet. Puis je vous dis un énorme merci d'être nous rejoindre en studio. Merci beaucoup, Laurence. Ça fait plaisir. Merci à vous. En terminant,
Ne restez pas tout seul. Venez nous voir. Voilà, sur ces belles paroles, ne restez pas tout seul. Allez rejoindre le groupe ATP. Merci beaucoup, Voilà. mesdames. Merci. Vous cherchez un camp pour votre enfant, soit pour la relâche scolaire ou peut-être même pour l'été. Avez-vous pensé à un camp spatial? Pour nous parler du Cosmodome et de ses activités, nous recevons la directrice du contenu scientifique et formation, justement, du Cosmodome, Marie-Michèle Limoges. Bonjour, Marie-Michèle. Bonjour. Peut-être juste faire un peu d'histoire sur le Cosmodome. Ça fait quoi, 22 ans qu'il existe? Oui, alors on est dans notre 21e année, je crois. OK. Alors oui, le Cosmodome qui a été fondé en 1994. Donc, c'est 22. Oui, c'est 22. Je viens de vous en mais rajouter une. c'est décembre 94, OK. c'est pour ça. Correct. Bon, on s'en fâcherait pas des fleurs du tapis. Non, ça va à quelques mois près. Votre rôle en tant que formatrice et surtout au niveau contenu scientifique, c'est de faire quoi au juste au Cosmodome? Bon, je m'occupe premièrement de tout ce qui est programme existant. Donc, je vais m'assurer que la programmation est toujours à jour côté niveau scientifique, côté actualité spatiale. Je vais donc former les animateurs existants en formation continue et les nouveaux qu'on va recruter. Et je vais aussi développer toute la nouvelle programmation. Donc, on a une programmation qui est vraiment florissante ces temps-ci. Parce qu'on change régulièrement la programmation. Oui, en fait, oui, c'est ça. Donc, surtout cette année, il y a beaucoup de nouveaux programmes qui vont sortir. On s'est axé sur la robotique cette année. Donc, j'ai dû apprendre la robotique. Moi, en tant qu'astronome, j'étais dans l'abstrait. Donc, Oui. je me suis mis à la robotique, oui. Parce que ce sont des champs d'intérêt qui sont de plus en plus, populaires auprès des jeunes Oui, aussi. là. surtout au Canada. Le Canada étant très fort en robotique avec tout ce qui est Agence spatiale canadienne. Les programmes scolaires sont beaucoup orientés vers ça présentement. Les jeunes ont l'intérêt, les écoles ont l'intérêt. Donc, oui, c'est une belle demande qu'on a eue. Bon, étant donné qu'on fait maintenant de plus en plus de découvertes, là, on a même possiblement découvert une 9e planète. Est-ce que ça ne vient pas un peu chambouler l'information et peut-être même l'exposition en tant que telle, des choses que vous montrez à l'interne, au Cosmodome? Oui. Ça va très vite maintenant. C'est ça, hein? C'est exponentiel. La muséologie va changer. Donc, je vais aussi m'occuper du musée. Et puis, bon, la muséologie traditionnelle, qui est des plaques avec de l'information dessus, on n'arrive pas à se tenir à jour. Donc, Non, qu'est-ce qu'on c'est a ça. fait? On vient de se commander des bornes interactives où je télécharge du contenu pour pouvoir me tenir à jour comme ça. Les nouvelles photos de Pluton, quand Juno va arriver à Jupiter, je vais pouvoir mettre des photos. Donc, il faut changer notre façon de vulgariser parce que juste avec la muséologie moderne, on n'arrive pas à suivre toutes les découvertes. Il faut suivre la vague et les découvertes. Il Ouais. faut peut-être le mentionner, je veux dire, le Cosmodome est un musée absolument exclusif au Canada. Il n'y a rien qui se compare Non. d'un océan à l'autre. là. En fait, on se définit comme les ludo-éducateurs de l'espace, qui est une niche qui est unique au monde, en fait. Des cosmodomes comme le nôtre, il n'y en existe aucun. Donc, des camps spatials, il y en a 3 dans le monde, incluant le nôtre, donc notre programme camp spatial. Mais si vous couplez ça à notre musée en haut, où on offre l'expérience des missions virtuelles interactives, là, vous avez vraiment quelque chose d'unique. Donc, l'offre de services qu'on offre aux gens, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc, il faut vraiment en profiter. Est-ce que cette génération est aussi intéressée à la découverte spatiale que l'étaient les générations précédentes, ou c'est un peu abstrait pour eux? Hein? Oui, mais ça change. Il y a quelques années, la navette spatiale volait encore. C'est ça, donc c'était les dans jeunes voulaient en l'actualité, entendre c'est ça parler. exactement. Là, maintenant, c'est rendu historique. Maintenant, avec les jeunes, on va parler de robots sur Mars. Donc, même les tout-petits vont penser que c'est de la science-fiction sur un robot sur Mars, puis quand on leur dit qu'ils ont raison, que ça existe vraiment, là, ils sont impressionnés. On va parler des prochains humains qu'on va envoyer vers Mars, donc les fusées que la NASA construit dans cette optique-là. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher l'intérêt. Ça a complètement changé en quelques années. Qu'est-ce qu'on essaie de faire d'une certaine façon? Il y a bien sûr le côté information, mais est-ce qu'on essaie peut-être d'orienter peut-être une nouvelle génération vers l'aéronautique? Oui. Alors, le Cosmodome a une fondation, donc elle s'appelle la Fondation du Cosmodome. Et puis, une de ses missions, c'est justement de promouvoir les carrières reliées aux sciences de l'espace. Donc, l'astronomie, mais aussi, bon, l'astronautique, l'aviation, donc tout ce qui est relié aux carrières de l'espace. Donc, dans cette optique-là, on va organiser des conférences grand public gratuites le soir sur des métiers pour que les jeunes des maisons de jeunes de Laval ou qui sont intéressés, ils puissent venir poser des questions, prendre leur petit calepin puis venir poser des questions à un expert. Quand moi j'étais jeune, c'était plus les petits gars qui étaient intéressés par l'espace. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ou c'est 50-50? Je dirais que dans les camps spatiaux, j'ai plus un 30 de filles, mais ça change. Donc, dans notre nouvelle activité qui s'appelle l'Académie spatiale, donc c'est des soirs là, où on fait de la robotique, 10 semaines, bien là, j'ai 75 de filles. Ah oui! Donc, j'espère avoir une balance 50-50 Bon, bientôt. vous venez de le mentionner, il y a différentes activités. Bon, il y a les camps.
spatiaux. Il y a la Cité de l'astronautique, excusez-moi, et Cosmodome en classe. Faites-moi un petit survol rapide de ces trois axes-là du Cosmodome. Alors, la Cité de l'astronautique, c'est vraiment le musée en haut, donc au rez-de-chaussée, où on offre les missions interactives. Il y a aussi les camps spatiaux. Donc, ça, c'est vraiment nos camps 3 jours, 6 jours. Maintenant, on a fusionné dans le fond. Donc, le grand public, maintenant, qui se présente pour faire une mission interactive au musée, si, la fin de semaine, selon disponibilité, va pouvoir acheter un accès au simulateur d'entraînement en bas. Donc maintenant, c'est plus des entités différentes. On est là, Cosmonome. Fait qu'on peut essayer, donc, un peu l'expérience de la pesanteur ou des choses comme ça. Exactement. La chaise pour marcher sur la Lune, le mur de la pesanteur. Donc, on peut, la fin de semaine, essayer nos simulateurs, visiter la navette spatiale. Donc, on essaie de coupler ça parce que c'était ce que le grand public voulait. Ma fille avait vécu le camp 6 jours et elle est rendue à 25 ans aujourd'hui. Il y a de cela 12 ans et elle m'en parle encore. C'est drôle quand même. C'est fort comme expérience parce que c'est 6 jours où on ne parle que d'espace, que d'entraînement d'astronaute. Donc, si on Puis est on un s'y prend. passionné... Dis-moi, elle était astronaute quand elle est sortie de là. C'est un jeu de rôle. C'est ça. Moi aussi, je l'avais fait quand j'étais petite. C'est vraiment une expérience mémorable. Est-ce que vous pensez que de l'avoir fait, ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui? Ça a eu donc un effet positif sur votre vie ensuite? Bien, on ne change jamais. Hein. Moi, j'ai toujours été intéressée par les sciences de l'espace. J'ai fait le camp. Je suis devenue animatrice au Cosmodome. J'ai fait un doctorat en astrophysique et je suis revenue au Cosmodome pour les sciences. Donc, on peut pas dire que j'ai changé. Fait que vous n'avez pas renié la personne que vous étiez déjà au Non, départ. c'est ça. Il ne faut pas se renier. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner qui serait important de mentionner à ce moment-ci ou simplement donner donc les coordonnées pour... notre nouveau camp de robotique cet été. OK. Donc, on fait un essai. Donc, on va avoir un camp de 3 jours. Au lieu d'être un entraînement d'astronaute, c'est un entraînement d'ingénieur. Donc, ils vont apprendre à faire un robot qui va pouvoir se déplacer sur Mars, disons. Donc, c'est le défi robotique. C'est une nouveauté. Donc, s'il y en a qui ont des gens enfants qui aimeraient ça, passer 3 jours à faire de la robotique Écoutez, intensément. moi, j'aimerais ça. On l'offre. On l'offre? OK. Donc, pour tous les détails, au cosmodome.org, sinon 450-978-3600. Et si vous appelez de l'espace, il y a un numéro sans frais. 1-800-565-22-67. Merci beaucoup, Marie-Michel. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir d'une prochaine. Oui. Notre pharmacienne est de retour. Joliane, comment ça va? Oui, bonjour, oui, ça va bien, merci. Bon, là, aujourd'hui, on parle d'asthme. Oui. C'est quoi l'asthme? On sait un petit peu, là, comme ça, on s'est informé, mais c'est quoi précisément cette maladie? Oui, ce problème de santé-là. En fait, l'asthme, c'est très répandu. Hein. Il y a près de 3 millions de Canadiens qui sont atteints. Donc, souvent, on va en entendre parler justement pour avoir des proches, de la famille, des amis. Donc, l'asthme, c'est une maladie au niveau des bronches, en fait. Donc, c'est une maladie chronique. Donc, on va voir de l'inflammation au niveau des bronches. Ça va causer une contraction au niveau des petits muscles et donc aussi il va y avoir des sécrétions. Donc, ce que ça fait, c'est que l'air passe beaucoup moins bien. Donc, les gens peuvent avoir plusieurs symptômes. Oui, c'est clair. On peut reconnaître des fois les gens qui ont de l'asthme, ils vont avoir une respiration sifflante parfois en crise d'asthme. La toux peut être fréquente aussi, un essoufflement, puis aussi une oppression thoracique, donc une espèce de serrement au niveau de la poitrine. Est-ce que ça peut survenir à n'importe quel moment? Quelqu'un peut être endormi puis avoir une crise d'asthme. Par exemple, on entend souvent quand les personnes font trop d'exercice ou justement ils s'essoufflent plus facilement. Ouais. Mais est-ce que ça peut arriver en plein milieu de la nuit? Et ça peut arriver, il y a beaucoup de facteurs déclencheurs, donc ça peut arriver dans vraiment beaucoup de situations. Donc, c'est important là, d'essayer de contrôler les facteurs déclencheurs au maximum. Donc, en effet, tu parles de l'exercice physique. Ouais. Malheureusement, l'exercice physique peut être un facteur déclencheur. On ne devrait pas s'empêcher d'en faire parce que ça augmente les capacités respiratoires, mais il faut s'assurer d'être prêt à en faire, donc d'être dans un bon état de santé et d'augmenter graduellement l'exercice. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut... Parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on peut avoir à la naissance aussi. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi qui fait qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on le développe. C'est quoi ces facteurs-là? On ne sait pas exactement la cause de l'asthme. Par contre, il y a plusieurs facteurs qu'on sait qui peuvent influencer, entre autres l'hérédité. Et on sait que, par exemple, les enfants qui vont être en bas âge en contact avec la fumée de cigarette, entre autres, ou dont les mères vont avoir fumé durant la grossesse, vont être beaucoup plus à risque. Donc, oui, malheureusement... On ne fume pas. On ne fume pas pendant la grossesse.
idéalement. Ouais. Et aussi des facteurs environnementaux. Donc, par exemple, les grandes villes, là, il y a beaucoup de smog, beaucoup de pollution. Ou par exemple, les gens qui vont travailler dans des endroits où il y a beaucoup de particules dans l'air, donc comme les raffineries de pétrole, des choses comme ça. Donc, ça peut causer là, de Puis, il y a différents traitements, j'imagine. Ça ne doit pas être pareil d'une personne à une autre. Non, exactement. Mais en fait, les traitements, il y a des traitements médicamenteux, mais il y a aussi, donc, de vraiment contrôler les facteurs déclencheurs. Donc, c'est la première chose à faire. Donc, on parlait de l'exercice physique. Il y en a beaucoup d'autres. Le pollen, par exemple. Ouais. Donc, les gens allergiques, ça va augmenter là, les symptômes. Donc, on va faire attention, par exemple, on ne va pas faire sécher les vêtements sur la corde à linge à l'extérieur. On peut prendre des antihistaminiques aussi pour contrôler ça. Il peut y avoir, bon, évidemment, la fumée de cigarette. C'est sûr que les gens qui fument vont être beaucoup plus à risque de complications. Donc, c'est prouvé que les gens qui font de l'asthme et qui fument vont visiter beaucoup plus souvent l'urgence. Donc, on va, même avec la fumée secondaire, donc on va essayer vraiment d'éviter la fumée au maximum. Il y a énormément d'autres déclencheurs. Là, on parle de l'air froid, par exemple. Donc, c'est l'hiver. Ça peut causer une contraction au niveau des muscles des bronches. Donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de sortir à l'extérieur. Non, on s'habille chaudement. On s'habille chaudement. On va protéger idéalement son visage avec un foulard là, pour garder de la chaleur. Donc, tout ça. Donc, d'abord, contrôler les facteurs déclencheurs. Puis comment on fait pour... Tu sais, quelqu'un qui... Bon, que ça vient à se développer avec l'âge. Comment on fait pour... Tu sais, oui, OK, c'est correct, on a peut-être un peu de misère, on se sent peut-être un petit peu étouffé, mais comment on fait pour dire, ben, tu sais, moi, je pense que j'ai de l'asthme. C'est quoi vraiment comme les gros symptômes là, qu'on peut... Oui. Bien, justement, on parlait de respiration sifflante, toux persistante. Des fois, les gens vont avoir plus de surinfection, de problèmes quand ils vont avoir un rhume ou une grippe. Ça, c'est à l'année longue. C'est pas juste parce que c'est l'hiver. Ça va être plus fréquent, exactement. Donc, c'est important vraiment de consulter si on a un doute. Puis à ce moment-là, c'est sûr que si on est vraiment diagnostiqué, on va devoir aussi prendre des médicaments. Donc, on a des anti-inflammatoires inhalés. Et puis aussi... genre de pompe. Exactement. Ça, donc, des pompes, donc des anti-inflammatoires et des bronchodilatateurs. Donc, ça veut dire que ça va ouvrir les bronches pour mieux respirer. Très important aussi de se rappeler que l'asthme, c'est une maladie chronique. Donc, même si c'est très bien contrôlé, c'est important de quand même continuer de prendre son traitement pour pas justement avoir des complications et là tomber en crise. Donc, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'asthme qu'on est toujours en crise. On ne devrait pas, dans le fond. Est-ce que le traitement, on le prend uniquement quand on est en crise? Non, il y a tout le temps. On le prend tout le temps. Il y a un traitement de base qu'on va devoir prendre tout le temps selon notre niveau d'asthme. Il y a aussi des traitements qu'on va prendre, soit augmenter ou avoir d'autres médicaments qui vont s'ajouter en cas de crise, mais vraiment justement pour éviter les crises au maximum. Puis avoir vraiment une vie normale, là, fonctionner totalement comme tout le monde, il faut prendre ces médicaments sur une base régulière pour éviter toutes ces complications-là. Puis j'imagine que pour toutes ces informations-là, on peut se renseigner soit avec notre médecin ou le pharmacien ou pharmacienne. Est-ce qu'il faut absolument que les médicaments soient prescrits? Oui. Les médicaments pour l'asthme doivent être prescrits, donc c'est important que si on a le moindre doute, il faut consulter le médecin. C'est sûr que ensuite, vous pouvez avoir évidemment un suivi avec aussi le pharmacien pour s'assurer aussi de bien savoir utiliser ces pompes, justement, parce que ça a l'air facile comme ça, mais mais c'est vrai. Si on n'a pas une bonne technique, la déposition va pas se faire, du médicament va pas se faire tant au niveau des poumons, beaucoup dans la gorge, ça va être mal pris, donc à ce moment-là... Puis les gens, des fois, justement, quand ils sont plus ou moins bien informés, moi, par exemple, j'ai eu une bronchite, puis on m'a prescrit des pompes pour ceux qui... Puis là, il faut que tu prennes un certain nombre de pompes, je ne sais pas combien de respirations entre. Il faut que tu te rinces la bouche, parce que ça fait des infections dans la bouche. Mais tu sais, si tu ne sais pas tout ça, tu sais, on fait ça un peu comme on veut. C'est important, vraiment, justement, de se renseigner. C'est vraiment important. C'est une chose d'avoir le bon médicament, mais c'est une autre de bien l'utiliser aussi. Voilà. Évidemment, il faut que ça vienne ensemble. Donc, n'hésitez pas, justement, à demander au pharmacien, même de réviser, même si vous avez des pompes depuis un petit bout de temps, vous n'êtes pas trop sûr si vous l'utilisez d'une façon correcte, ça va nous faire plaisir là, de vérifier ça avec vous puis de s'assurer que tout va bien. Bien, merci beaucoup d'être en studio avec nous. Merci. Le prochain sujet a une résonance particulière pour moi, puisque c'est cette popote roulante qui, dans les derniers moments de vie de mon beau-père, lui a servi des repas chauds à prix modique chez lui jusqu'à son décès. Elle est présidente, justement, de cette popote roulante. La popote roulante Saint-Ferdinand, c'est sa présidente, comme je vous l'ai dit, Marie-Thérèse Touga.
Bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour, ça va bien? Je ne l'avais pas dit, hein? Que la Non. popote roulante a servi à mon beau papa. Donc, je connais bien votre service. Je sais à quel point il est important. Peut-être juste faire un peu d'histoire de cette popote roulante-là. OK. Nous, on a débuté en 94 à la paroisse Saint-Ferdinand. Nous, il y a une cuisine au sous-sol de l'église et c'est là qu'on fait notre nourriture. Mais nous, on est une popote artisanale qu'on appelle. Ça veut dire? Ça veut dire que nous, on n'a pas de subvention du gouvernement. Pas du tout. Pas du tout. Parce que nous, on fait seulement servir les repas. On sert environ 110 repas par semaine. Quand même. On est seulement là le mercredi et le vendredi. C'est ça. Et puis, on a au moins 110 repas durant notre semaine. Mais le prix que vous demandez aux gens, je pense que ça joue entre quoi, 5 et 6 dollars? C'est 5,50 pour nous. Est-ce que ça a réussi à éponger le prix que ça vous coûte? Oui, on peut dire que oui, mais sauf que là, vu qu'on n'a pas de subvention, nous, moi, je vais quêter un peu. Vous êtes une quêteuse professionnelle. Oui, là. c'est ça. Oui. Je demande des dons et comme ça, on peut plus subvenir à nos besoins. Avez-vous de l'aide des marchés autour qui peuvent vous aider? Ce qu'on appelle communément des moches, donc des produits qui sont plus nécessairement vendables, mais qui pourraient servir encore. Non. C'est Non. fou, ça. Bien, c'est parce que nous, je sais pourquoi ils font ça. Oui. C'est que nous, on le fait cuire et on le redistribue et on le vend. Oui. C'est pour ça qu'ils nous en donnent pas. Donc, si vous ne faisiez pas d'argent, ils vous en donneraient. Oui, oui. C'est juste une question d'argent. Ben oui, parce Sauf que... qu'eux, ils prennent, mais ils jettent. Non, ils donnent à des, mettons, les centres d'entraide. Ah, Tu sais OK. qu'ils vont donner des Donc, repas. c'est récupéré. Ah oui, c'est récupéré. OK, bien ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, par exemple. sauf que pour nous, Oui. ils ne veulent pas nous les donner vu qu'on fait d'autres nourritures puis qu'on les vend. Vous êtes président depuis quoi, 5 ans? Oui, ça fait 5 ans que je suis là. Les popotes roulantes, ça existe depuis bientôt 50 ans. D'ailleurs, on va avoir une Ah, semaine oui. pour souligner la chose. Oui. Il y en a quoi, à peu près 300 à travers le Québec? Oui, mais comme à Laval, là, je ne peux pas vous dire au Québec, mais à Laval, on c'est est 8. 8, hein, Oui, c'est ça. on est 8. Est-ce que la popote roulante de l'époque et celle d'aujourd'hui a beaucoup changé? Est-ce que sa mission a changé? Non. Non. La mission, elle a resté pareille parce qu'en réalité, nous, on sert des personnes en perte d'autonomie. On ne veut pas les envoyer dans les CHSLD. C'est ça qui est important, Oui, d'ailleurs. oui. Donc, on alimente ces gens-là parce que souvent, ils ont un problème d'alimentation. C'est ça. Ils n'ont pas nécessairement l'énergie, C'est ni ça. même l'argent, quelquefois, pour bien s'alimenter. Oui. Et ça fait que ces gens-là sont plus longtemps en résidence, donc chez eux. C'est ça, c'est ça. Mais nous, comme durant l'année, on est là 40 semaines. Durant l'été, on est fermé. OK. Sauf que ils ne perdent pas leur nourriture. Parce qu'il y a une autre popote qui prend prend la la relève. relève pour l'été. Parlons des bénévoles, ils sont tellement importants. Vous en avez quoi, 85? On est 85, incluant moi, là. Oui. Et oui, puis on est tous bénévoles. Il n'y a On est- personne qui est payé dans nos... Bon, ça fait quoi un bénévole chez vous? Là, pour les repas, on a 6 équipes. OK? Il y a une cuisinière, il y a à peu près 9 à 10 personnes qui est avec elle pour préparer les légumes et tout ça. Et puis, ça veut dire qu'on en a 6, là. 6 équipes comme ça. Et on a 3 chauffeurs et 3 baladeurs. Parce qu'on a 3 routes. Parce que si on donne 50 repas à 2 personnes, là, ils finiront plus. Non, bien sûr. Et puis, c'est ça. Nous, en réalité, on a 6 équipes, sauf que les équipes reviennent à toutes les 3 semaines. OK. Donc, Fait- de là, le nombre des 85 bénévoles. C'est en plein ça. Donc, ils sont essentiels, ces gens-là. Essentiel, oui. Parce que vous ne Ah, pourriez puis, pas les payer, de toute façon. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de générosité. Là. Écoute, l'année passée, on a fait 6800 heures de bénévolat. Puis il y a des générosités aussi des gens. Est-ce qu'il y en a qui vous font des dons? Est-ce qu'on peut vous aider d'une façon ou d'une autre? Nous de Laval? Bien, la Ville de Laval nous aide un peu. OK. Et puis, là, ben, moi, je demande comme aux caisses populaires, des choses comme OK. ça. C'est comme ça. Et qui peut faire appel à votre service? Parce que là, vous avez parlé des gens en perte d'autonomie, mais Oui. c'est pas juste eux. Bien, la plupart du temps, oui, parce que ça leur prend un intervenant. Il faut absolument qu'ils passent par le CLSC avant. OK. Parce que nous, on ne peut pas aller porter de la nourriture à quelqu'un. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui n'a pas les moyens? Ou... En tout cas, Non, non. on Parce faut que que- déjà, il faut payer. Oui, il faut payer. OK. Oui. Donc, ça prend un intervenant qui fait, bon, telle personne a besoin. C'est ça. Et c'est elle qui va appeler la popote roulante? pour Non, arranger nous, ça? on reçoit un formulaire OK. nous disant, mettons, telle personne a besoin de la popote le mercredi et le vendredi. Là, moi, je rentre en contact avec ces personnes-là. Et puis là, bien, on va leur porter la nourriture. Et là, ce que je me souviens, mon beau-papa disait, parce que pendant le jour, il était seul. Le soir, c'était autre chose. Il y avait son fils qui habitait avec lui. Mais ça brisait son isolement pendant la journée. Souvent, c'était la seule ça. visite qu'il avait. C'est en plein ça. Donc, c'est une double mission que vous avez Oui, en tant que oui. popote roulante. Puis nous, nos livreurs, là, nos baladeurs, Oui. c'est nos yeux.
Parce que souvent, ils arrivent et disent, « Oh, ben là, madame, une telle, là, aujourd'hui, elle filait pas, là. Ben moi, j'appelle. Puis j'appelle la personne, mettons, sa fille ou sa personne qui est responsable. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, on a réglé des problèmes. Avec l'appauvrissement et le vieillissement de la société, on sent que les papates roulantes vont être de plus en plus importantes, n'est-ce pas? Oui. Donc, si on veut faire appel à votre papate, on vous appelle directement? Non, il faut appeler absolument le CLSC. Le CLSC et CLSC qui... qui nous... Cependant, si vous voulez faire du bénévolat ou faire des dons, je vais donner le numéro de téléphone, c'est correct? 962-1470. Oui, c'est ça. 2450. Hey, merci. Merci beaucoup. Au plaisir. J'espère qu'on va se revoir. Peux-tu vous dire juste un autre Allez-y chose? donc, oui. C'est que pour les repas, le genre de repas qu'on a, on a 18 sortes de repas. OK. Puis, si, mettons, on donne, on va dire, un bœuf bourguignon, ben lui, il va revenir dans 9 semaines. Fait qu'on mange pas tout le temps la même maudite affaire. Jamais. Jamais. On a 18 repas, puis ça revient tout aux 9 semaines. Merci pour les gens de Fabreville. Merci pour mon beau-papa qui n'est plus ici. Merci, Marie-Thérèse Touga. Et à votre papate roulante Saint-Ferdinand. Merci beaucoup. Si vous êtes des nouveaux parents ou sur le point de le devenir, aujourd'hui, on vous fait découvrir des gadgets et des applications pour vous faciliter la tâche avec Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Laurence. Ça va bien, merci. Moi, je veux savoir, parce que là, on en parlait un petit peu avant, je trouve que c'est là qu'on se rend compte à quel point la technologie avance vite. Ça n'a même pas de bon sens. Les produits que tu vas nous présenter là, je pensais jamais que ça allait exister. Ben, incroyable. De mon vécu, je pensais pas que ça allait exister, non? Parle-moi de du premier gadget. Écoute, ça a gagné un prix au dernier CES, c'est-à-dire le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Oui. Et justement, quand tu gagnes un prix déjà là en partant où tu as une mention, ça part bien parce que pour le nombre de produits qui y est présenté, ça te met en tout cas en vedette, disons. Ça s'appelle Owlet. C'est un système de surveillance pour les nouveau-nés. T'sais, on a toujours peur, c'est notre premier enfant, on ne sait pas, il est correct? C'est vrai. On va voir pour rien, un petit pleur, puis on va vérifier pour s'assurer que tout va bien, puis on dort mal justement la plupart du temps. Alors, ce système-là va vraiment t'avertir au moment où il y a quoi que ce soit, en particulier pour le pouls du bébé. À partir du moment qu'il arriverait quelque chose, là, c'est sûr que là, tu es alerté puis tu vas te lever. Alors, c'est 3 morceaux. C'est un chausson intelligent d'abord et avant tout, qui est relié à une base, qui est relié avec une application pour que ça puisse fonctionner. C'est un chausson, c'est pas dans les 2 pieds, c'est dans un seul pied seulement? C'est un chausson. J'imagine que même s'il y en aurait 2, dans le fond, à partir du moment que déjà on peut... voilà. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est de la naissance à 18 mois. On a 3 grandeurs. On sait que ça va grandir assez rapidement quand même. Alors, ça va fonctionner justement avec l'application pour iPhone, iPad et pour les 2 parents aussi. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est à l'extérieur parce qu'il travaille, l'autre est à la maison, justement, les 2 parents seront alertés à ce moment-là. Et on dit en particulier que ça va servir à éviter les conséquences plutôt dramatiques là, du syndrome de la mort subite d'un nourrisson. Mais c'est vrai parce qu'il y a eu beaucoup justement de morts à cause que tu le sais pas. Ton enfant est un peu loin, il dort dans la bassinette, tu ne l'entends pas. Puis il y avait eu une invention aussi que tu mettais en dessous de ton bébé, puis là, ça t'avertissait, mais c'était pas relié à une application sur ton téléphone. Puis là, maintenant, avec la technologie, c'est tellement mieux. Le pire, c'est que ça aurait pu presque exister avant parce que le système, c'est la même chose comme technologie que la petite pince. Tu sais, quand on va avec les médecins, qu'on a sur le bout de notre doigt avec l'index là, pour avoir la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène. Donc, c'est le même fonctionnement, mais le relié à une application avec une base. Et j'imagine que ça va être maintenant plus populaire que certains systèmes de surveillance pour enfants. Bon, ça aussi, ça a beaucoup évolué. Même maintenant, il y a des caméras, il y a toutes sortes de trucs. Mais celui-là en particulier, en tout cas, chose certaine, les parents pourront dormir plus facilement sur leurs 2 oreilles. C'est clair. Puis là, ben, justement, parce que un autre facteur que les parents ne dorment pas, c'est quand les bébés pleurent. Hein? Ils pleurent pour toutes sortes de raisons. Et on ne sait pas souvent c'est quoi. Voici maintenant arrivée l'application qui s'appelle Baby Cries Translator. Au départ, quand j'ai lu cette nouvelle-là, je me disais, c'est louche, ça fonctionne pour vrai. Bien, imagine-toi que le taux de fiabilité semble être là, que ça fonctionne bien, la marge d'erreur est plutôt faible. Je te raconte l'histoire un peu. C'est 2 chercheurs qui se sont mis à... décortiquer plus de 200 000 bruits différents sur l'espace de 2 ans avec une centaine de bébés. On a tout décortiqué ça, analysé, comparé, fait une base de données. Et donc, cette application-là va vraiment permettre de savoir est-ce que le bébé a faim, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il a la couche pleine, comme on dit. Mais c'est fou, hein? Quand même. Juste avec un pleur différent, ouais. tu peux savoir ce que le bébé a besoin.
Ça me fait capoter. J'ai pas pu le tester personnellement. Je n'ai pas d'enfant, mais je pense que ça vaut la peine tout de même d'essayer. C'est à peine 5 $ comme application. OK, c'est Puis tout. encore là, ça va vraiment rassurer les parents. Puis c'est sûr aussi que là, on disait dans la nouvelle, en même temps, un peu d'instinct parental, puis on va être en mesure de le détecter avec le temps, mais surtout au départ. On appelle toujours nos parents nos beaux-parents. Est-ce que c'est correct qu'ils pleurent encore? C'est tellement vrai. Alors, avec ça... C'est fantastique et donc ça semble fonctionner. Puis pour compléter mon explication, c'est que ça fonctionne comme l'application Shazam, tu sais, très populaire au niveau de la musique. Tu mets ton bébé qui pleure avec ton téléphone. Exactement. Ça tourne un petit peu, puis ça te le dit. Bien, pour expliquer aux gens, en fait, c'est l'application Shazam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est si tu veux savoir l'interprète et le titre d'une chanson, avec ton téléphone cellulaire, tu vas enregistrer quelques secondes de la chanson en question et ça va te donner la réponse. Exact. On fait la même chose avec le cri de bébé. Quelques secondes à peine, analyse, clac, ton bébé a faim. C'est fou, la personne qui a pensé à ça, là. D'après moi, elle va faire un peu de sous avec ça. Oui, quelques petits dollars. Alors, ça s'appelle Baby Cries Translator et ça semble bien fonctionner. Wow. Puis là, tu as une troisième invention, je peux dire ça comme ça, qui n'est pas encore sur le marché d'ailleurs. Non, c'est encore au stade de financement, mais juste de penser qu'on est rendu là, je trouve ça incroyable. En même temps, je pense que ça pourra faire... Ça va faire peur au départ parce que tu as une poussette qui va se promener tout seul à côté de toi. Moi, je trouve aussi. Ouais. On dirait que maintenant, on ne veut plus rien faire. Tu sais, il va y avoir les autos qui se stationnent et qui conduisent pour nous. Tout maintenant, c'est comme la loi un peu du moindre effort. Puis là, ça va être rendu que prendre soin de ton bébé aussi. Si vous voulez aller jogger, et avec la poussette, justement, on est un peu, tu sais, on peut pas aller trop vite, c'est peut être encombrant. Bien, la poussette qui est à côté de toi puis qui court en même temps que toi grâce à une application. Quand je vois ça, la poussette qui court à côté. Et attends, on a poussé ça encore plus loin parce que non seulement elle va se déplacer à tes côtés, mais on y a mis des haut-parleurs, on y a mis un système de surveillance et en particulier un réchauffe-biberon. Alors, t'arrêtes avec, à un moment donné, t'as ton jogging, puis la poussette va faire tout ça. C'est quelque chose. Ça me fait mourir. Et ça sera la première édition. Alors, imagine ce qu'on pourrait rajouter au fil des ans par la suite. Je sais pas comment elle va se vendre, par contre. Exactement ce que j'allais te demander. C'est clair que ça va se vendre assez cher. On s'entend, là? Avec un réchauffe-biberon. Non, mais plus une machine fait plusieurs choses, plus on va être rendu à un coût. Déjà, une poussette, c'est quand même pas donné là, pour une poussette de qualité. C'est quoi? On va-tu devoir mettre des piles ou la recharger? Tu sais, c'est comme... C'est pas tout à fait clair encore. Il n'y a pas assez de détails qui est sorti sur cette poussette-là. Chose certaine, imagine la première fois que les gens vont voir ça, la poussette qui se promène tout seul. Il va y avoir un questionnement, assurément. C'est incroyable. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu m'as fait rire un bon Tant mieux, c'était voulu. Parce qu'on s'entend que quand je vais avoir des enfants, je vais sûrement peut-être être rendu avec la poussette qui se promène. Ça devrait t'aider quand même. Je pense que oui. Merci beaucoup, Salut, Jean-Philippe. Laurence. Étrangement, 3 fois plus de garçons que de filles sont atteints de ce trouble lié à la communication que l'on appelle la dysphasie. S'il est bien encadré dans le système préscolaire et scolaire, dans la société, c'est un sujet à la fois mystérieux et troublant. Pour nous en parler, nous recevons la directrice de Dysphasie Plus à Laval, Marie-André Tessier. Bonjour, Marie-André. Bonjour. D'abord, la mission de Dysphasie Plus. Oui, bien en fait, notre but premier, c'est la défense de droits pour les personnes dysphasiques, et autant que ce soit la famille ou leur entourage. On va essayer de les accompagner le plus possible, autant que ce soit au niveau scolaire qu'au niveau du réseau de la santé et des services sociaux aussi. Parce qu'ils ont des besoins très particuliers aussi. Oui, et tout le long de leur vie, mais à des moments différents. Mais ils ont besoin de soutien pas mal toute leur vie. Il y en a combien de dysphasiques au Québec? Ou c'est une personne sur... Bien, en fait, les prévalences en ce moment, c'est entre 1 et 9 qui est dit. Au niveau aussi, on dit que c'est plus les garçons que les filles qui vont être atteints. Par contre, on remarque qu'il y a de plus en plus de filles aussi qui sont atteintes. Mais oui, il y a plus de garçons qui sont atteints de dysphasie. Est-ce que ça s'approche de l'autisme? Est-ce que c'est un trouble apparenté? Il y a beaucoup de comportements qui se ressemblent à la dysphasie, mais c'est deux choses différentes. C'est sûr que
Une personne qui est autiste va avoir aussi des difficultés langagières, mais ça va être un peu différent au niveau de la dysphasie. C'est ça qui fait qu'ils vont les distinguer énormément. Mais il y a de plus en plus de dysphasiques et autistes qui ont les deux diagnostics en même temps. C'est neurologique? C'est neurologique, donc on ne peut pas le voir par une machine quelconque ou le déceler avant la naissance. C'est vraiment... C'est les parents, c'est la vigilance des parents souvent. Oui, exactement. Quand on va voir un retard, l'enfant va avoir la difficulté soit à téter. Ça, c'est un signe qu'on peut avoir de « OK, il va avoir une difficulté au niveau du langage », ça peut être un truc à voir. Parce que les enfants, ça dépend d'eux autres. Là. Je veux dire, il y a des enfants qui parlent plus tard, mais qui partent, comme une machine. Puis il y en a d'autres qui vont prendre du temps avant de bien contrôler la communication. C'est là qu'on va distinguer entre un trouble et un retard. C'est ça, hein? Un trouble va persister au-delà de 5 ans. Donc, ça continue tout le temps et ça va rester. Un trouble peut se rattraper avec le temps et du soutien. Est-ce que je me trompe si je dis que la profession médicale, quelquefois, ne détecte pas qu'est-ce que c'est que la dysphasie chez un enfant? Bien, en fait, c'est seulement avec un orthophoniste qu'on va voir si... Donc, de là l'importance, c'est ça? Oui, il y a aussi les neuropsy aussi qui peuvent faire le diagnostic, mais c'est encore là, c'est l'orthophoniste qui va être reconnu au niveau gouvernemental, si on veut avoir des subventions ou des remboursements pour une personne qui a un handicap. Dysphasique un jour, dysphasique toujours? Oui, on meurt avec, mais on peut l'améliorer. Est-ce qu'on peut fonctionner normalement en étant dysphasique? Oui, ça dépend du soutien qu'on a eu, ça dépend de l'atteinte qu'on a aussi. Oui, parce qu'il y a différents degrés. Là, oui, aussi. Parce qu'on peut avoir léger jusqu'à sévère, et dépendamment aussi des sphères, que ce soit la compréhension ou l'expression, ça peut être léger d'un bord, sévère de l'autre, et ça peut changer aussi avec les années. Il y a aussi le mot dysprasique. Dyspraxie? Dyspraxie. Oui. Excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? C'est deux choses. La dyspraxie, c'est la capacité de faire un mouvement volontaire. Est-ce que vous voulez vivre la dyspraxie? Oui, allez-y. Okay. Croisez vos bras ensemble comme ça. OK, correct, j'aime ça. Et ramenez-les ça ensemble. Est-ce que vous êtes capable? À peine, oui. OK, approchez-moi vos doigts. OK. OK, levez-moi ce doigt-là, le plus rapidement possible. Remettez-le ensemble. Je suis pas capable de le faire. Fait que je comprends que le cerveau, c'est-à-dire que moi, je vois, mais je peux pas commander. Exactement. Donc, c'est moteur à ce moment-là. En fait, c'est que le cerveau veut faire une commande, mais le corps ne répond pas. Donc, il y en a qui vont avoir la difficulté au niveau de la coordination ou de l'équilibre. Donc, ça va être au niveau moteur. Il y en a d'autres, ça va être au niveau verbal. Donc, quand on va prononcer, c'est comme si on avait une patate chaude dans la bouche. Okay. Je pourrais dire soleil comme il faut, puis une autre fois, ça serait toleil, par exemple. Okay. Mais c'est pas parce que je sais pas prononcer, c'est que mon cerveau a pas fait les bonnes connexions avec ma bouche. Et c'est pas une déficience intellectuelle, c'est pas une maladie. Non. Ces gens-là ont le quotient intellectuel de tout le monde. C'est juste que soit le mouvement ou la parole ne se rend pas au bon endroit ou en fait ne s'active pas de la bonne façon. Par rapport à la dysphasie ou la dyspraxie? J'essaie de faire l'amalgame des deux, si vous me permettez. Oui. La dyspraxie, c'est plus au niveau de l'organisation qui va être plus difficile à ce moment-là, l'organisation des idées ou se placer ou mettre les crayons. Est-ce que l'espace ça peut être difficile aussi. Oui. La dysphasie, ça va plus être au niveau plus la compréhension ou essayer de gérer. C'est quoi les difficultés que peuvent avoir des parents avec un enfant qui fait de la dyspraxie ou la dysphasie? OK. La dyspraxie, par exemple, un enfant, tous les enfants, quand ils veulent verser un verre de jus, faut qu'ils se concentrent, ça soit plus difficile. Un enfant qui est dyspraxique, il a plus tendance à faire des dégâts. Puis on va dire qu'il est maladroit, mais il n'est pas maladroit. C'est que c'est sa dyspraxie qui fait ça. Fait que souvent, on va dire, t'es bien maladroit, comment ça? Puis c'est avec le diagnostic qu'on fait, OK, c'est pour ça. Okay. La dysphasie, c'est qu'on va poser une commande, par exemple, une consigne, et l'enfant soit va faire seulement la dernière étape qui va avoir été nommée ou la première. Donc, va chercher les clés dans ma chambre. OK, je vais aller dans la chambre, mais qu'est-ce que je vais aller chercher? Je sais pas. Ou il faut que j'aille chercher des clés ou ça, c'est autre chose. Mais moi, ça m'arrive aussi, là, puis j'ai pas la dysphasie, là. Oui, ça, c'est la mémoire. La mémoire, oui, c'est ça, exactement. Quels sont les services que vous offrez chez... parce que je suis un peu mélangé, dans Dysphasie Plus? Oui. En fait, on couvre tous les âges.
Donc, on a... Donc, de 0 à... Bien, notre plus jeune, il y a eu 1 an et demi. Okay. Notre plus vieux, il a 38 ans en ce moment. Donc, on offre autant des services de stimulation du langage. On va travailler toutes les sphères de développement de l'enfant, de l'ado, de l'adulte, dépendamment. On va faire avec les ados et les adultes, on va faire des sorties avec eux pour développer l'autonomie et se retrouver aussi au niveau spatial. C'est difficile pour eux avec ces notions-là. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir être autonomes un jour, complètement autonomes? Ils peuvent être autonomes. Il y en a qui sont en appartement, mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus de soutien. Mais ça dépend toujours de la personne. Mais oui, il y en a qui sont autonomes, puis qui sont en appartement, qui ont un travail, qui ont une famille. Et le regard des gens envers les gens qui sont dysphasiques, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on comprend maintenant ou on comprend pas encore tout à fait? Non, c'est... Donc, de là l'importance de cette entrevue qu'on vient de faire. Là, oui, mais ça, c'est un handicap qui est invisible. Donc, si on ne sait pas c'est quoi, bien, pour nous, c'est quelqu'un qui est un peu plus lent, puis qui est... C'est difficile de... Une déficience mentale ou... oui, souvent, ça peut être apparenté à une déficience intellectuelle, peu importe, mais non, c'est aucunement ça. Bon, écoutez, si vous avez d'autres questions, il y a l'association Dysphasie Plus, c'est à Laval, 3350 boulevard de Genève-Ouest. C'est dans le quartier Fabreville, 450-937-3670. Ou si vous voulez consulter, puis votre site est bien détaillé, dysphasieplus.com pour tous les détails. Je vous remercie, Marie-André. Bien, ça fait plaisir, merci. Au plaisir d'une prochaine. On parle cinéma avec Nicolas. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Aujourd'hui, on parle de... Mad Max. Mad Max. Un petit résumé pour ceux qui ont jamais vraiment vu ces films-là. Bien, ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Mad Max, c'est un héros au peu de mots, parce qu'il dit dans le film à peu près 52 lignes seulement. Il en dit très peu. Et Mad Max, c'est l'espèce d'anti-héros. Et dans ce film-ci, eh bien, il se bat contre un méchant dictateur, si on peut dire ça comme ça, qui détient l'eau d'une région. Et ce dictateur-là, eh bien, il y a des femmes, et ces femmes décident de se sauver. Et bien, il va y avoir une poursuite. Écoute, le film, c'est une poursuite en voiture. Pendant 120 minutes, c'est une grosse poursuite en voiture. Et pour ce que c'est absolument excellent. Et d'ailleurs, c'est nominé comme meilleur film de l'année aux Oscars. C'est ça, mais il y a eu combien de nominations aux Oscars? Il y en a eu 10. Hey, c'est beaucoup, 10. C'est énorme, surtout pour ce type de film-là. Écoute, c'est un gros film commercial. Le film a 150 millions de budget. Il dure 120 minutes. Ça fait plus que 1 million par minute. Chaque minute a coûté plus d'1 million. Et vu de même, ça fait quand même beaucoup. C'est cher, la minute. Ben oui, puis le réalisateur, George Miller, réaliser un film, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande c'est beaucoup de stress. George Miller, 70 ans, ça faisait des années qu'il n'avait pas fait un gros projet comme ça. S'embarquer dans un projet comme ça, c'est quand même, c'est énorme. Et bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas George Miller, bien, c'est lui qui est responsable des 4 Mad Max. Et aussi, tu m'as dit que toi, dans ton enfance, tu as bien aimé le film Babe et Happy Feet. Eh bien, George Miller a aussi écrit et réalisé ces 2 films-là. Opposés, là. Oui. On s'entend, 2 styles complètement différents, là. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, pourquoi est-ce que George Miller est capable d'un côté de faire des films pour enfants, puis de l'autre côté de faire des films quand même... parce que c'est ça. C'est vraiment violent. Et films pour enfants, genre, tu fais écouter ça à tes enfants quand ils grandissent parce qu'il y a zéro violence là-dedans, tu sais. C'est ça. D'un côté, un petit cochon qui parle, de l'autre côté, des gens qui se font arracher la face par une roue d'auto, tu sais. Oui, on va le dire cru comme ça, c'est ça. C'est ça. Bien, George Miller, avant de devenir réalisateur, eh bien, c'était un médecin à l'urgence. Et bon, il y a eu quelques-uns de ses amis qui sont morts dans des tragédies. Et lui, à l'urgence, il a vu des choses horribles, comme dans n'importe quelle urgence. Et c'est justement ces accidents-là qui lui ont donné un petit peu l'idée de d'un peu la violence de l'univers Mad Max. Et à partir de ça, bien, il a réalisé le premier en 79, qui a fait connaître Mel Gibson, parce que Mel Gibson, il n'était pas du tout connu à l'époque. Et pour ce film-ci, eh bien, c'est Tom Hardy qui interprète le rôle principal. Et Tom a été rencontrer Mel Gibson qui lui a donné son approbation pour cette nouvelle version-là de Mad Max. Et ce qui est particulier, c'est que quand on regarde la bande-annonce, c'est de la grosse action. C'est une grosse poursuite en auto.
mais 90 de ce qu'on voit à l'écran, c'est des vraies cascades, c'est des vraies choses. Il n'y a presque pas de CGI. C'est ça que je veux qu'on parle aussi, justement, de tous les effets spéciaux. Souvent, avec la technologie qu'on a, on pense que c'est tout fait, puis c'est un peu, pas faux, là, mais bon, un petit peu faux. Mais lui, il a vraiment fait ça avec des vrais cascadeurs. Oui, et dans des centaines de cascadeurs, si je ne me trompe pas. Le moment où il y a eu le plus de cascadeurs sur le plateau, il y a eu 100 cascadeurs en même temps. C'est énorme. 100 cascadeurs sur un même plateau. En même temps. Ça fait que, bon, là, le budget de 150 millions, il commence à avoir du sens, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais comment ça se fait que lui a décidé de prendre cette technique-là au lieu de, justement, faire des effets spéciaux puis mettre du monde à la place d'avoir 100 cascadeurs en même temps? C'était sa technique à lui? Parce que c'est simplement... C'est pas si réel que ça. Quand on parle de CGI, si on parle de, on va dire, Hulk dans Avengers, oui, Hulk a l'air très réaliste par rapport à ce qu'il peut être, mais il n'est pas aussi réaliste qu'une voiture qui rentre dans un mur ou une cascade en voiture. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Et le problème avec le CGI, c'est que souvent, ça peut ne pas avoir l'air vrai, donc un peu moins intense. Le plus de CGI qu'il y a eu dans le film, c'est pour Charlize Theron, son bras, parce qu'elle a un bras métallique dans le film. Donc, pour ça, il y avait une prothèse verte, puis ça a été effacé au montage. Et aussi, tous les câbles que les cascadeurs avaient, ça a été enlevé, parce que sinon, écoute, les cascades qu'il y a là-dedans... À un certain moment donné, c'est des bâtons qui sont après les autos et il y a des gens qui font plier les bâtons pour essayer de prendre Max, entre autres. Et pour ça, ça a pris 6 mois de préparation pour les cascadeurs, juste pour avoir les muscles assez solides pour être capable de faire ça, sans compter tout ce que ces cascades-là impliquent. Et ça a été inspiré du Cirque du Soleil, entre autres. Oui, ce mouvement-là, quand on voit avec les bâtons et les gens dessus, puis bon, ils essayent de faire des prisonniers, bien ça, c'est carrément inspiré du Cirque du Soleil. Mais déjà là, si dans une seule journée, il peut y avoir une centaine de cascadeurs sur le plateau, et la moitié de ces gens-là, ils ont pris 6 mois de leur vie juste à se muscler pour être capable de faire la cascade sans l'avoir même pratiqué. Écoute... C'est facile, le départ. 150 millions, c'est très peu d'argent rendu là, je trouve. C'est vrai, hein? Vu comme ça, avec 100 cascadeurs, oui, j'avoue que le budget, il y a beaucoup plus de sens. Et moi, quelque chose qui m'a extrêmement marqué de ce film-là, bien, c'est pas nécessairement le film, mais c'est de savoir que celle qui a monté ce film-là, elle est nominée pour un Oscar pour le meilleur montage. Et c'est la femme de George Miller. Ouais. Et c'est la première fois qu'elle monte un film d'action. Ça n'a à peu près aucun sens parce que le nombre d'heures... elle avait 480 heures de footage, de vidéos à regarder. Oh mon Dieu. C'est énorme, là. Dans une cascade, tu as des caméras à peu près partout, mais il faut qu'elle regarde ça, elle, pour voir qu'est-ce qui a le plus de sens. Elle n'avait jamais monté un film d'action de sa vie. On parle d'à peu près... Super beau premier contrat. Écoute, on parle... Il y a 2000 quelques coupes. On parle d'une vingtaine de coupes par minute. C'est énorme. Et quand on a demandé à George Miller pourquoi est-ce qu'il a demandé à sa femme qui n'avait jamais monté de film d'action de sa vie, pourquoi lui demander à elle? Bien, c'est là qu'il a dit, bien, c'est une femme, elle n'a jamais monté de ce genre de film-là, donc ça va être tout nouveau pour elle, puis avoir une nouvelle approche. Et bien, c'est très vrai. Puis d'ailleurs, le film, écoute, 10 nominations aux Oscars. Le film est excellent. Et même le directeur photo, il était à la retraite. George Miller l'a appelé. Il a dit, hey, je fais un nouveau Mad Max. Viens faire un tour. OK, il a recommencé à travailler juste pour Mad Max. C'est fou. Bien, honnêtement, moi, pour ne pas les avoir vus, c'est sûr qu'avec tout ce que tu viens de me dire, je suis convaincue que je vais aller les regarder. Ça a l'air vraiment intéressant. Merci beaucoup d'être venu en studio nous parler de Mad Max. Puis tous les gens à la maison, bien, je vous invite fortement à aller les regarder. Laval compte dans ses rangs des artistes très talentueux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Giampaolo Sassano. Ça fait plaisir de vous accueillir, M. Sassano. Merci, M. Lapierre. Vous êtes très gentil et je suis votre transmission avec beaucoup d'intérêt. C'est toujours intéressant et je vous remercie encore. Vous avez beaucoup de goût, M. Sassano. Merci. M. Sassano, parlez-moi de vous. Quel est votre cheminement? Comment êtes-vous arrivé à faire de la peinture? Ben, j'ai fait de la peinture pourquoi j'ai la passion pour la peinture. Je suis très intéressé à l'art. Naturellement, je connais d'autres domaines comme les sciences naturelles et l'archéologie.
Et j'ai toujours cherché de m'intéresser de l'art grec, de l'art rinascimental italien. D'accord, mais vous faites de la peinture depuis très tôt. Vous avez commencé très tôt. Non. J'ai commencé quand j'étais jeune. Jeune, oui, Oui, c'est à ça. 8 ans. À 8 ans? À 8 ans, j'ai fait déjà des tableaux qui sont à l'Italie maintenant et qui sont, je pense, magnifiques pour moi, naturellement. Alors, votre famille, je crois, que faisait de la peinture aussi, votre père. Oui, c'est ça. Mon père faisait la peinture, ma mère faisait la peinture, mon oncle, mes cousins. Pratiquement, j'étais entouré de peintres. C'est la génétique qui est comme ça. Votre talent comme ça, c'est naturel. J'ai fait mes études à le lycée et j'avais un grand bon professeur qui m'a donné des conseils de dessin et de peinture. J'ai commencé à peinturer à l'huile, mais après, je suis devenu allergique à l'huile. Ah, bon. Alors, j'ai changé et j'ai adopté l'encre de la Chine et aussi l'acrylique. D'accord. Maintenant, comment vous qualifiez le genre de peinture que vous faites? Vous qualifiez ça comment? Je dirais que je suis un figuratif. Je suis capable de faire des abstraits, mais je cherche de maintenir, je disais, une formation classique. C'est-à-dire, j'aime beaucoup l'art grec, j'aime beaucoup l'art rinascimental italien. Alors, j'ai commencé mon étude de peinture et en imitant les grands maîtres de la Renaissance italienne. Mais vos peintures, quand même, il y a beaucoup de belles couleurs, beaucoup de couleurs vives, quand même. Oui, c'est ça. Je cherche de maintenir les couleurs originales. Je n'aime pas mélanger les couleurs. Je cherche d'avoir de bons rouges, de bons bleus, de jaunes, comme les naïfs. Mais quand même, vos peintures il y a beaucoup de joie. Oui, il y a les couleurs méditerranéennes, comme vous connaissez. Alors, ils sont des peintures qui donnent une impression de couleur, de vivacité, de vie. Ils sont tridimensionnels pour moi. Ils sont un peu rigides. Mais je cherche de maintenir l'essentiel. Moi, j'étais toujours inspiré par les grands maîtres comme Picasso, comme Dali, les autres grands maîtres italiens comme Carrà de Pizzi. Et alors, c'est presque intéressant d'imiter les grands maîtres. Maintenant, vous êtes un artiste très recherché ici à Laval. Vous avez exposé à plusieurs endroits. Oui, j'ai exposé dans plusieurs endroits. Je suis très heureux de dire que la Cité de Laval a acheté un tableau de mes tableaux pour la collection communautaire. J'ai exposé en Belgique, j'ai exposé à l'Italie, j'ai exposé au Canada un peu partout, à l'Alberta, j'ai gagné des prix. Et ici à Montréal, j'ai beaucoup d'expositions. Oui, à la Casa Italia, par exemple. Oui, j'étais... Vous avez fait partie à la salle André-Mathieu. C'est ça. Vous avez fait partie du calendrier des peintres de Laval à plusieurs occasions. Vous avez raison. Vous avez exposé aussi à Saint-Roch, je crois. Oui, on a exposé à Saint-Roch. Alors, mais vous êtes recherché, vous êtes populaire ici. C'est fantastique. Merci, vous êtes très gentil. Monsieur Sassano, vous avez parmi vos connaissances un artiste qui est célèbre ici, qui est bien reconnu. Parlez-moi de M. Bruni. Ah, M. Bruni, j'ai une relation un peu particulière avec lui. Lui me donne beaucoup de conseils et c'est un artiste phénoménal. Je pense que c'est le meilleur artiste vivant aujourd'hui au Canada. Oui, c'est vrai. Le plus renommé, le plus reconnu internationalement. Il a 101 ans. 101 ans, qui a eu 101 ans le 24 novembre. Oui, et moi, je suis très heureux de dire qu'on a organisé une magnifique exposition centenaire pour lui, que c'était très populaire. On avait presque 400 personnes. Ah, oui. On avait beaucoup de personnes importantes. Le gouverneur général, le gouverneur général était là. Et autres politiciens. On a vraiment fêté Umberto Bruni d'une façon très propre. D'une certaine façon, moi, je suis un peu étonné que la cité de Laval n'a pas reconnu Umberto Bruni dans le bout de
disons, de fêter le centenaire le 50e centenaire de Laval. Oui. Bruni est un peintre qui habite ici à Laval pour 50 ans et on a refusé le projet. Et écoutez, ces peintures sont dans toutes les églises, un peu partout quand même. Oui. Les fresques. Les affresques, oui. C'est incroyable, c'est un artiste vraiment incroyable. Et puis disons qu'entre nous autres, il conduit encore sa voiture. Oui, à 101 ans, il a encore passé tout l'examen, il conduit sa voiture. Et c'est incroyable. Il fait encore de la peinture, il est très en forme, il est très fort. Si vous touchez... il est musclé quand même, il est fier aussi. Ses muscles sont comme le fer. Monsieur Sassano, c'était un grand plaisir de vous accueillir. Alors, nous aurons le plaisir de recommencer une entrevue, sûrement pour le plaisir de nos auditeurs. Comme toujours, vous êtes très, très gentil, M. Lapierre, je vous remercie. Merci, au plaisir. Eh bien, voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, votre association, votre regroupement. Voici les différentes façons pour communiquer avec l'équipe de Laval et compagnie. Par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager sur le web une portion de cette émission, notez qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.ca ou sur YouTube. Merci à tous nos invités qui se sont déplacés en studio, de même qu'à nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses, de même que l'équipe de réalisation et de production de cette émission. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Merci infiniment, Laurence. Merci, Éric. Au plaisir d'une prochaine. Et oui, à la prochaine. À la prochaine.